Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chères participantes, chers participants, qu'il nous soit avant tout, Grégoire Bigot et moi, permis de dire combien nous sommes heureux de la tenue de cette journée autour de notre collègue Lucien Jaume, qui nous fait le grand honneur de sa présence aujourd'hui. Donc, à l'occasion de la parution, au mois de janvier dernier, de son dernier ouvrage, donc L'Éternel défi, comme on disait un mot justement... comme on disait à l'instant, un mot Gaëtan Quiquenois, donc l'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours. Soyez, chers collègues, le bienvenu dans cette faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. Nantes, comme nous en disions un mot tout à l'heure, qui est la ville natale d'Aristide Briand. Donc soyez remerciés donc, et soyez le bienvenu d'intervenir dans le cadre de l'unité mixte de recherche droit et changement social, dont le directeur vient de s'exprimer, donc pour évoquer la séparation des églises et de l'État, et précisément ce que vous qualifiez de lien, de nœud, entre l'autorité de l'État et les libertés des églises. Alors avant de dire un mot de présentation sur l'œuvre, je veux dire un mot de présentation sur l'auteur. Parce qu'on va dire parcours académique classique, mais ce serait peut-être presque déplacé. Donc en tout cas, école normale, supérieure, agrégation de philosophie, doctorat d'État en sciences politiques à l'IEP, à l'Institut d'études politiques de Paris, avec une thèse sur le discours jacobin et la politique moderne. Par la suite, vous intégrez le CNRS, dont vous êtes aujourd'hui directeur de recherche émérite. Vous êtes rattaché, selon l'heureuse expression administrative, au Centre de recherche politique de Sciences Po, qui est une autre UMR, unité mixte de recherche, qui a conservé, malgré le changement de dénomination, je crois au début des années 2000, son ancien nom, le fameux CEVIPOF. On connaît tous sous ce nom, donc Centre d'études de la vie politique de mémoire. Vous avez principalement enseigné donc, à l'école de journalisme de Sciences Po, mais aussi à l'Institut catholique de Paris. Vous avez également enseigné à l'étranger, je ne précise pas le nombre de pays. Tout au long de votre carrière, parmi vos thèmes de recherche, vous interrogez inlassablement le libéralisme, dans l'épaisseur de ses diverses dimensions, comme en témoigne le titre même de 6 des 12 ouvrages que vous avez publiés. Alors, ils ne sont pas tous là, mais vous avez toujours ce mot liberté, libéralisme, dans l'ordre échec au libéralisme, les Jacobins et l'État, l'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme. Français, pardon, oui, je s'étais bien marqué. Merci. Donc, qui a reçu 2 prix d'ailleurs, puisqu'on en parle, le prix Guizot et le prix Philippe Habert. Copé creusé de l'esprit libéral, les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Madame de Staël. La liberté et la loi, les origines philosophiques du libéralisme. L'État administratif et le libéralisme, une histoire française. Tocqueville, les sources aristocratiques de la liberté, une biographie intellectuelle. Voilà, donc vous avez écrit, donc, vous avez consacré une grande partie de vos écrits au libéralisme, à cette question donc ô combien intéressante et qui mérite justement qu'on s'y intéresse, puisque qu'est-ce que le libéralisme, surtout lorsqu'on l'envisage au XIXe siècle, c'est pas la même chose qu'au XXe siècle. On peut ajouter également parmi les ouvrages que vous avez co-dirigés Liberté, libéraux et Constitution, que vous avez publié en collaboration avec Jean-Paul Clément et Michel Verpeau. Mais vous avez également publié sur d'autres sujets, pas seulement en histoire contemporaine, comme en témoigne votre étude sur Hobbes et l'État représentatif. Vous avez aussi présenté les déclarations des droits de l'homme, du débat de 1789-93 au préambule de 1946, et vous vous interrogez, vous vous êtes interrogé, ou vous interrogez encore sur l'esprit européen, avec un ouvrage sur qu'est-ce que l'esprit européen. Vous menez également des recherches sur la fondation de la sociologie, notamment ce qu'on a pu appeler le moment Durkheim, et vous êtes co-responsable de l'édition des œuvres du libéral Benjamin Constant. Votre précédent ouvrage, l'avant-dernier, donc, a été publié dans la prestigieuse collection Léviathan. Et cet ouvrage aborde la question des religions, que vous aviez également abordé dans
certain nombre d'articles. Le religieux, le politique dans la Révolution française, l'idée de régénération, et combien cette idée de régénération est presque centrale quand on étudie la Révolution. Et l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui permet de confronter le phénomène religieux au libéralisme. Pour étudier le lien, le nœud entre l'autorité de l'État et les libertés des églises, vous partez du constat que la notion de laïcité, je vous cite, n'est pas claire par elle-même, et c'est la raison pour laquelle, dans sa présentation de la loi du 3 décembre 1905, dont il fut le rapporteur, Aristide Briand, avec l'aide d'historiens, notamment Lavis, consacre 100 pages sur l'histoire des rapports entre l'Église et l'État. Et vous précisez tout de suite après que la philosophie est ici, la philosophie que vous allez adopter dans le cadre de cette étude de la laïcité, mais pas uniquement. La philosophie est une écoute des effets de sens produits par les textes et les paroles en présence. Et dans ce cadre, votre hypothèse, pour présenter aux participants votre ouvrage et pour donner envie à ceux qui ne l'auraient pas encore lu de le lire, est que des couches de sens différentes ont sédimenté. Je vous cite toujours, la notion est riche de notre histoire, laquelle doit être examinée sous l'angle de la question suivante, de surcroît dans la longue durée, comme ça a été rappelé à l'instant par Gaëtan Niquenois. Que veut l'État et que peut-il devant les religions? Réciproquement, en quoi les religions peuvent-elles à la fois être protégées dans leur liberté et inquiétées par les règles et prérogatives qu'on leur impose? Et vous écrivez juste après, à ce questionnement répond une histoire française qui est celle d'un double défi. De l'État devant la passion religieuse, des religions devant la puissance détenue par l'organe public. Parmi les traits saillants, les traits importants de votre ouvrage, il y a vos interrogations, les hypothèses que vous posez, sont peut-être les aspects les plus stimulants pour le lecteur. Puis votre cheminement, vous indiquez également, lorsque vous présentez ce cheminement, quelle est votre méthode, ce qui a été également évoqué, je remercie à nouveau Gaëtan. Donc votre méthode qui parfois, et c'est stimulant et ça permet de bien comprendre ce que vous expliquez, donc part du résultat pour remonter les événements, le résultat auquel que l'on constate, auquel on est parvenu, pour remonter les événements, et les comparaisons que vous faites du point de vue historique et géographique, l'Europe, les États-Unis, montrent bien qu'il y a une spécificité française. Remonter, et remonter même assez haut, assez loin. Mais d'emblée, pour un tel sujet, jusqu'à quand remonter? Parler des relations entre l'État et les religions, c'est renvoyer aux origines mêmes de l'État. Sujet ô combien débattu. Quand remonte l'État? En Europe, l'apparition des États et des États-nations, je vais trancher au 15e, 16e, c'est-à-dire d'États suffisamment forts, c'est ça à mon avis le plus important, suffisamment forts pour s'imposer, voire pour s'opposer à l'Église et plus précisément à la papauté, représente un tournant majeur. Et l'on pourrait multiplier les exemples en Europe à cette époque, que ce soit dans le Saint-Empire, ou pour prendre uniquement l'exemple de l'Angleterre, d'Henri VIII, qui est d'abord une réforme administrative, mais qui très vite évolue vers une réforme religieuse. On pourrait, pour se limiter à l'exemple français, dire que finalement, si l'État existe, si l'État est assez fort, eh bien, qu'est-ce que cela peut produire? À partir de quand? On pourrait évoquer l'attentat d'Agnani au début du XIVe siècle entre Philippe le Bel et Boniface VIII. On pourrait parler des évolutions du développement avec le Concordat signé par François Ier. On pourrait parler d'un point culminant avec Louis XIV, une cristallisation avec la déclaration des 4 articles. Louis XIV, d'ailleurs, je cite Olivier Martin, qui, selon l'expression, ne voulait pas aller trop loin, ne voulait pas aller jusqu'à la rupture avec la papauté, et je ne sais pas
si c'est Olivier Martin qui est l'auteur de cette expression, mais qui écrit que, en tout cas, Louis XIV ne voulait pas de schisme, donc ne souhaitait pas porter le turban. Je renvoie donc à Olivier Martin. En tout cas, c'est ce que vous affirmez. C'est ce que vous affirmez. Il faut que l'État soit suffisamment fort, et vous dites que finalement, vous évoquez Baudin, c'est le Sidi de la République, vous évoquez la souveraineté, la définition de la souveraineté, et vous dites que c'est le premier facteur d'apparition de la laïcité, la souveraineté de l'État. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce contexte qu'on se construit, avec la pensée qui se développe à cette époque également, la Réforme, l'idée de droit subjectif, de droit de la personnalité, comme on les appellera par la suite, face au développement de l'État. Un État qui se construit, un État qui se renforce, mais il y a également toute une pensée, si je puis dire, sous-jacente, religieuse, calviniste, qui se développe pour reconnaître à l'homme des droits qui lui sont consubstantiels. En d'autres termes, que l'État n'a pas à attribuer, puisque l'homme les a en sa personne. C'est juste un aspect que je voulais signaler. J'ai beaucoup apprécié votre ouvrage, j'ai pris beaucoup de notes, mais je ne dirai pas tout. C'est vous qui êtes... c'est autour de votre ouvrage, et autour de ce que vous avez... de ce que vous proposez, de ce que vous avez écrit, que la journée va s'articuler, donc je ne serai pas long. Mais je tiens à vous remercier, chers collègues, pour cet ouvrage qui offre de s'interroger, qui aide à s'interroger, qui explicite le passé en fonction des enjeux du présent et de l'avenir. Et c'est donc autour de cet ouvrage que les interventions vont à présent porter. Je vais vous laisser la parole pour que vous nous parliez de votre ouvrage, puis interviendront tour à tour le professeur Brigitte Bade-Van-Gonemé, le professeur Pierre Le Gall, Philippe Portier, Arnaud Leclerc et Grégoire Bigot. Et un mot de conclusion achèvera cette journée. Je remercie chacun des intervenants d'avoir spontanément accepté d'intervenir sur des thèmes dont je ne sais pas toujours sur quoi ils porteront, quel aspect ils traiteront. C'est voilà, c'est la philosophie de cette table ronde. Tout est possible jusqu'au dernier moment, si je puis dire. Et donc chacun des intervenants évoquera un ou plusieurs aspects de l'ouvrage. C'est un peu en réaction au résumé qu'on doit envoyer un an avant le colloque. Voilà. Enfin, je tiens à remercier le laboratoire Droit et Changement Social qui, nous, Grégoire et moi, nous a soutenus spontanément. Dès que j'en ai parlé, ça a tout de suite été oui. Donc le laboratoire et son directeur qui nous ont soutenus pour l'organisation de cette journée, que son directeur sache que sa confiance et son soutien sont précieux pour nous. Et pour finir, je tiens également à remercier Anne-Claire Covin, Cindy Martin et Valentine Maréchal pour leur aide particulièrement précieuse à la préparation de cette journée. Je vous remercie.